Avant de commencer la discussion avec nos amis, il y a deux personnes qui malheureusement ne pourront pas être là ce soir, et actuellement deux personnes dans les bouchons. Donc je vais tout d'abord simplement présenter, que nos amis se présentent, après il y aura un petit morceau de piano, et après il y aura la discussion. Alors je commence par mon ami Abi, ici présent, parce que c'est grâce à lui qu'ils sont là ce soir. Je te laisse te présenter. Bonsoir, enchanté de vous rencontrer. Ça fait plaisir de voir tous vos visages et de vous voir tous réunis pour cette même discussion et ce même échange. Je suis très excité à l'idée de pouvoir partager ce moment avec vous. On s'était rencontrés, ça fait combien de temps 3 ans, 2 ans, avec Emmanuel pour une première rencontre philosophique qu'on avait faite chez moi. C'était au tout début, c'était la 316e, il en faisait... Voilà. Je ne vais pas commencer à raconter toutes nos vies respectives, mais tout ça pour dire qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là et j'ai trouvé cette interview très enrichissante et très humainement... ça a été très intéressant. Et je me suis dit, quand il m'a proposé de faire ça dans le cadre de Molière, que ça aurait été très intéressant d'avoir le reste de l'équipe avec moi. Et donc, j'ai forcément pris en otage certains de mes collègues pour qu'ils puissent partager ce moment avec nous. Et vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir encore ce que c'était, ça va être très enrichissant. Et sachant qu'on aura aussi un moment d'échange, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc Molière l'Opéra Urbain, ça tourne en ce moment au Dôme de Paris. Je joue le rôle du méchant, si je peux dire ça comme ça, le prince de Conti. Et pour ceux qui auront l'occasion de venir nous voir aussi, vous pourrez un petit peu voir plus en détail. Est-ce que tu peux... J'ai oublié des choses. Parcours. Mon parcours, oui, commençons par mon parcours. Est-ce que je m'assois? Parce que je ne sais pas trop si je dois m'asseoir, si je dois me coucher par terre, si je dois... Non. Mon parcours, j'ai commencé par... je vais commencer un peu plus loin. J'ai passé l'émission que vous connaissez peut-être en 2020 qui s'appelle The Voice, que j'ai gagné dans un contexte assez spécial, à savoir le Covid, qui nous a menés à travers maintes tumultes et épreuves jusqu'à la comédie musicale de Dovatia qui s'appelle Molière, comme vous le savez maintenant. Et ouais, ça a été assez enrichissant humainement parce que qui dit Covid dit chaos absolu. Et donc forcément, en tant qu'artiste, ça a été assez compliqué comme période. Mais maintenant, voilà, on est dans un nouveau projet qui est à nouveau enrichissant et qui nous apporte beaucoup. Je parle déjà beaucoup, hein? Ok. C'est quoi la suite? On va passer le... Merci. Je vous laisse tranquille. À qui de toi? À toi de te faire cuisiner. Ah, j'adore. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Shaina Pranzola, j'ai 24 ans et je suis chanteuse de base. J'apprends la comédie et la danse à travers Molière beaucoup parce que du coup c'est une comédie musicale qui nous fait sortir de notre zone de confort et apprendre plein de disciplines différentes et nouvelles. Moi, mon parcours... Donc, dans le spectacle, j'interprète le rôle de Marquise, voilà, qui est une des comédiennes de la troupe. Et mon parcours, j'ai commencé le chant de manière officielle à l'âge de 8 ans. Je suis rentrée dans un chœur d'enfants qui s'appelait Sotto Voce, qui était et qui est toujours en résidence au Théâtre du Châtelet. Et j'y suis restée jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, à mes 16 ans, j'ai fait une formation comédie musicale dans le 13e arrondissement de Paris, parce que j'adorais déjà les spectacles musicaux en général. Et après, j'ai fait... avant ça, à mes 14 ans, j'ai fait The Voice Kids, donc la 2e saison, il y a 10 ans déjà. Ça fait trop bizarre de dire ça. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être contactée pour le spectacle de Dovatia. En mai 2022, il m'a contacté. Enfin, c'est les casteurs qui m'ont contacté. Et puis tout a commencé à partir de là. Et ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur le projet. Et voilà, c'est une aventure de folie. Voilà, voilà. Super, merci. Bonsoir, bonsoir.
Je m'appelle Vaik, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis né à Paris, j'habite à côté de Versailles. Quoi dire? J'ai commencé la musique très tôt. J'ai commencé, je pense, à partir de mes 7-8 ans. J'ai joué beaucoup de guitare. Ça a été surtout la guitare. Le chant est venu un peu après, grâce à un professeur qui m'a poussé à chanter, à me mettre au chant pour m'accompagner et m'aider à m'accompagner à la guitare en tout cas. Donc je me suis mis à la musique comme ça a tout de suite été une passion en fait. Ça a tout de suite été quelque chose de fort et c'est lui qui m'a poussé à continuer parce qu'au début j'avais une voix, j'avais pas muet donc j'avais une voix d'enfant et il m'a poussé à continuer là-dedans, il voyait un potentiel et du coup je le remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. S'il m'avait pas poussé, je sais pas si j'aurais fait ça de ma vie. Mais du coup j'ai fait quand même des études. Même avant ça, pardon, j'ai passé mon bac. J'ai commencé un BTS de commerce international qui m'a pas intéressé. J'ai travaillé pendant quelques mois. J'ai vendu du café chez Nespresso. J'ai été serveur dans des restaurants. Je suis même parti en Espagne donner des cours de kitesurf parce que c'était une autre passion. Donc j'ai été prof pendant un moment. Je me suis rendu compte que c'était pas de ça, c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je suis rentré en France, j'ai fait des études de commerce international, donc je suis parti en école. J'ai vécu 2 ans au Mexique pour finir mes études. Et une fois que j'ai fini mes études, je suis rentré en France et je me suis très vite lancé comme objectif de faire de la musique, vu que c'était toujours une passion et que c'était toujours quelque chose qui m'intéressait foncièrement. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai essayé en tout cas de me lancer tout seul. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup composé, j'ai eu du mal à composer seul, à écrire. Et je me suis frustré aussi longtemps. J'ai commencé à travailler avec d'autres gens. J'ai rencontré des artistes qui étaient producteurs, qui faisaient de la musique, d'autres chanteurs, d'autres artistes. Et comme ça, j'ai commencé aussi à me faire connaître un peu sur Internet. J'ai fait avec des vidéos YouTube, des covers sur Instagram. Et voilà, donc il y a effectivement, comme Shaina, les équipes de The Voice qui m'ont contacté. The Voice de la saison 11 que j'ai fini par faire et qui m'a emmené jusqu'en finale. Donc j'ai beaucoup appris aussi à ce moment-là. Je me suis beaucoup développé là-dedans. Je me suis trouvé musicalement. J'ai rencontré plein de gens et au final, après The Voice, j'ai eu un petit accident de kitesurf qui m'a immobilisé pendant pas mal de temps. Et ensuite, grâce à Molière, j'ai pu retomber un peu sur mes pattes. Ils m'ont contacté pour rentrer dans la troupe et voilà, j'en suis là. Et j'ai rencontré ces très belles personnes. Et je suis très content parce que Molière, c'est une aventure assez spéciale. Molière, l'opéra urbain, à la base, moi je fais pas du tout d'urbain, donc c'était un peu un saut dans le vide. Et en fait c'est et de l'urbain et beaucoup de belles chansons. Et il y a de très grandes voix, de beaux chanteurs. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très impressionnants et j'apprends aussi tous les jours, notamment la danse, le théâtre, qui sont des catégories qui m'intéressaient depuis longtemps. Voilà. C'est génial ce que tu dis, mais tu vas reprendre la parole parce que tu viens de parler d'opéra urbain. Alors c'est vrai que le metteur en scène, malheureusement, Ladislas ne pourra pas être là ce soir, mais pourquoi un opéra urbain et surtout aujourd'hui, en ce 21e siècle, pourquoi avoir besoin d'une certaine manière de démocratiser Molière? En fait, Molière, on l'a vu déjà dans les répétitions quand on a créé, quand Ladislas a créé le spectacle avec nous en tant que pion. Donc il y avait tout ce qui était écrit par Dovatia, le livret du spectacle qui racontait l'histoire, etc. Et il a incorporé du coup des pièces de Molière, des bouts de la pièce. Et ce qui était très impressionnant, c'était que dès que ça jouait du Molière, tout le monde était très connecté à ce qui se passait. Donc il y avait vraiment un truc spécial qui se passait. Je pense pas qu'on ait besoin de démocratiser Molière parce que c'est encore d'actualité. Ça traite des sujets qui sont encore... Molière a toujours traité des sujets qui restent dans l'actualité, des sujets dont on parle encore aujourd'hui. Donc on est en plein dedans quand il écrit l'école des femmes, les droits des femmes, etc. La place de la femme dans la société, c'est toujours d'actualité, entre autres. Hein. Mais par contre, je pense que le fait d'utiliser l'urbain comme canal, je pense que ça touche en fait un public qui, à la base, ne s'y intéresserait pas forcément.
Surtout qu'à l'école, on apprend très peu de choses sur la vie de Molière. On lit parfois les pièces, etc. Mais lire des pièces de Molière, ça peut être un peu barbant quand on a 15 ans, même voire moins. Et en fait, rapporter de l'urbain, rapporter quelque chose qui touche les nouvelles générations, ça permet aux gens de s'y intéresser, aux jeunes de s'y intéresser. Et en fait, quand ils s'y intéressent, ils se rendent compte que ça leur plaît, parce que ça parle de trucs qui leur parlent. Donc je pense que voilà. Shaina, pourquoi, quelle définition donnes-tu de l'urbain? L'urbain. C'est une très bonne question. C'est un peu un gros mot, l'urbain, quand même. Ouais, en fait, ça rassemble plein de choses différentes, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce terme pour identifier la musique faite par des personnes de couleur pendant un bon bout de temps, je pense. Mais je pense que c'est juste la nouveauté. Pour moi, l'urbain, c'est quelque chose de frais, et de base, c'est fait pour décrire des rythmiques musicales qui sont différentes de ce qui a été fait pendant un long moment. Tu peux rebondir si tu veux. Ouais, je pense que en fait, c'est effectivement l'urbain, pour moi, c'est un mélange en fait du classique, de ce qui se fait en France depuis des années, et en y incorporant des sonorités qui viennent pas de France. Ouais, donc c'est en fait un mélange de plein de styles musicaux qui donnent souvent des trucs assez rythmés. Donc il y a des rythmes africains, il y a effectivement de l'arabe, il y a plein de choses en fait qui s'y mêlent en fait dans ce style de musique. Mais ça englobe beaucoup de choses, je pense. Et il peut être fait par tout type de personnes, en fait. C'est ça faut pas stigmatiser ça à des personnes de couleur. Et je pense que nous, au début, les personnes avaient un peu peur de ce terme pour décrire le spectacle. C'est pour ça qu'il a été aussi changé. Parce que, donc de base, c'était Molière l'opéra urbain, qui a fini par être transformé en Molière le spectacle musical. Parce que justement, beaucoup de gens dans les commentaires au tout début disaient oui, mais c'est parce que vous avez pris des rôles principaux qui sont de couleur. Et du coup, ça pouvait faire un peu des amalgames qui n'étaient pas forcément les bons. Mais non, c'est une bonne description. Et Abby, que nous dit, pour toi, que nous dit aujourd'hui Molière? Qu'est-ce qu'il nous dit pas, si je puis me permettre? Non, comme disait Vaik tout à l'heure, en fait, ces pièces traitent énormément. On se rend compte, malgré le fait que ces pièces datent du XVIIe siècle, on se rend compte que ça traite quand même de sujets qui sont quand même très contemporains et contemporains. Amen, ils sont arrivés. Pardon. Donc, bien sûr. Si vous permettez, mesdames et messieurs, nous vous présentons, j'ai du mal à parler français ce soir, Tommy Tremblay, qui interprète le rôle de Molière, qui sort des bouchons, avec Lou, qui interprète le rôle d'Armande Béjart. Et ainsi, vous avez quasiment... presque toute la troupe. Est-ce que vous voulez raconter votre parcours aussi, du coup? Si on doit résumer aux rôles principaux. Vas-y, Tommy. Vous avez pris combien de temps pour le faire? 1h30 chacun. Vas-y, je vais prendre 1h30 alors. C'est toi, Tommy. Bonjour, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est très bien cette ambiance. Je me présente, Tommy Tremblay. Je vais sur le nom de Petit Homme pour mon nom d'artiste, et je fais de la musique principalement. Je suis du Canada, donc je pardonnerai pas mon accent, mais ça se peut qu'il ressort quelques moments. Content, je t'ai vu, toi, je suis content de te voir. Et du coup, j'ai commencé principalement en tant que danseur, breakdancer. Et donc la musique est vraiment née à travers le corps. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment la musique. Mon corps était mon instrument de musique. Et c'est comme ça, éventuellement, que j'ai dérivé vers la musique pour écrire ma musique. Du coup, c'est quand j'ai fait beaucoup d'acrobatie, je fais du Cirque du Soleil. Et quand je me blessais et j'étais en arrêt de travail, et bien, c'est là que l'écriture a commencé à naître, parce que je ne peux pas bouger. Et j'ai réussi à m'exprimer autrement. Et du coup, donc c'est né, la musique est née à travers mes blessures. Et ensuite, le théâtre est venu par la suite. Et je suis atterri à Paris parce que pendant le Covid, j'ai voulu faire de la musique. Et j'ai pris contact avec des gens, donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Et je me suis dit, si je veux réussir en France, il faut que je sois là physiquement, parce que les réseaux sociaux, c'est un bel outil, mais c'est pas suffisant pour vraiment s'exporter ailleurs. Mais je m'en suis servi pour être capable de créer mon parcours en France. Et en étant ici, on m'a repéré à travers des sessions de musique, à travers des gens, et on m'a demandé d'auditionner pour Molière. Et maintenant, je vis la plus belle aventure de ma vie avec tous ces compagnons, et je suis très fier et très content d'être avec vous pour en parler aujourd'hui. Merci.
Et moi, bonsoir, je m'appelle Lou, je suis chanteuse et comédienne et aujourd'hui j'ai 19 ans. J'ai commencé moi la musique parce que du côté de ma mère, mon grand-père avait un petit groupe de rock et mon tonton aussi a fait beaucoup de musique, mais toujours en loisir à côté. Et on a toujours beaucoup baigné dans le milieu artistique parce que ma mère a fait beaucoup de danse classique. Elle a été aussi championne de France de danse de salon. Mon père a fait beaucoup, mon oncle, pardon, son frère a fait beaucoup de danse de salon aussi. Donc j'ai un peu baigné dans cet environnement-là. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours quand j'étais très jeune. Et par la suite, j'ai fait des petits concours de chant locaux. Parce que moi, je viens du sud de la France, de Narbonne. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique, à essayer de me créer une petite présence scénique, mais toujours par pur plaisir. Et en fait, ma mère postait les vidéos de mes représentations sur YouTube pour que ma famille puisse voir, en fait, parce que c'était plus accessible. Et en fait, il y a la directrice de casting, non, l'assistante directeur de casting de l'émission de The Voice Kids qui a envoyé un message sous une des vidéos YouTube et qui disait qu'ils étaient très intéressés par mon profil pour faire The Voice Kids 2. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que The Voice Kids s'est tourné 1 an à l'avance. Donc en fait, quand on m'a proposé pour la saison 2, la saison 1 n'était pas encore sortie, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et moi, à ce moment-là, j'avais 9 ans. Donc je me disais, oula, non. Donc j'ai passé mon tour. Et l'année d'après, il y a la saison 1 qui a été diffusée. Et je l'ai vue et j'ai adoré. J'avais 10 ans et demi. Et j'ai fait, allez, je veux tenter l'aventure. On m'a rappelé. Donc j'ai commencé par faire The Voice Kids. Et à la sortie de The Voice Kids, j'ai commencé à travailler avec un manager avec qui j'ai enregistré un single et qui allait démarcher aux maisons de disques. Et dont en premier à TF1 Musique, parce que TF1 ils ont un label de musique, et qui était très intéressé par mon profil, et ils ont dit ah bah ça tombe bien parce qu'il y a une saga sur TF1 qui va sortir qui s'appelle Demain nous appartient, peut-être que vous connaissez, et on cherche un rôle d'une adolescente qui chante et tout, et en gros ils m'ont dit bah écoute, passe le casting et si t'es prise, on te signe aussi en musique. Donc en fait, j'étais là, ok, d'accord, j'ai intérêt à être plutôt bonne. Et du coup, j'ai passé le casting, j'ai été prise, j'ai signé avec eux. Et on a fait 3 albums avec 3 petites tournées. J'ai aussi, parallèlement à ça, tourné dans un épisode de Joséphine Ange Gardien, de Léo Mattei. J'ai continué dans la série Demain nous appartient. J'ai fait aussi du doublage pour 2 dessins animés. Et je me suis dit que j'avais envie de vivre une aventure commune au bout de 3 albums où j'étais toute seule. Et du coup, on m'a dit c'est cool parce qu'il y a le casting d'une comédie musicale qui s'appelle Molière, qui sont encore en recherche. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'y suis allée vraiment, je savais pas du tout pourquoi j'auditionnais. Et au final, j'ai été prise. Et la semaine d'après, je me suis retrouvée sur le clip de Regardez-moi, le premier clip d'Abby. Et c'est comme ça que ça a commencé, pour moi. Voilà. C'est marrant parce que Lou, elle a vraiment vécu 4 vies avant que nous, on en vive une. Donc... c'est toujours bizarre. Elle a 19 ans, voilà, c'est impressionnant. Non, ce qui est très, très beau, merci pour vos présentations. Ce qui est très beau, c'est qu'on sent l'unité dans votre troupe. C'est hyper... non, mais on sent que c'est une authenticité, etc. Juste avant que vous arriviez, Abby, tu avais la parole. Ah oui. Que nous dit, selon toi, Molière aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Des questions pour vous, les amis. Vous allez vous faire cuisiner, c'est génial. On parlait de ce que nous disait Molière aujourd'hui. Je disais que Molière nous disait plein de choses, alors même si ça date du XVIIe siècle, c'est quand même très contemporain. Et c'est assez frappant, en fait, ce qui a été frappant, c'est parce que je me souviens de Molière sous le prisme de mes cours de 6e avec Monsieur Fro, où c'était du vieux français et mon jeune esprit qui comprenait à peine le français courant, parce que j'étais un idiot, avait déjà du mal à se faire, à ce français-là, se prenait en pleine poire un français encore plus dur et encore plus compliqué à comprendre. Ça me barbait en fait ces cours de français, je comprenais pas Molière et ça m'échappait un petit peu. Et à cause de cette barrière-là, pas seulement la barrière de langue, mais encore plein d'autres barrières que je vais pas prendre le temps de citer, sinon on va jamais s'en sortir. Mais en fait, ça a créé une barrière que j'ai redécouvert à travers ce spectacle quand on a revu ce Molière sous un autre angle en fait. Et c'était frappant de voir que
malgré le temps qui sépare les pièces de Molière de nous aujourd'hui et de notre contexte contemporain, il y a quand même des choses qui sont très frappantes, hein, que ce soit sur la société, l'hypocrisie des hommes, entre guillemets. On parle des précieuses dans les termes de l'époque, mais ça vaut aussi aujourd'hui dans notre façon d'agir en tant qu'être humain. On parlait de la place des femmes dans la société. C'est pareil, c'est quand même très contemporain. Et ce qui est fou, c'est que ce qui pour nous peut sembler très normal, dit par Molière au XVIIe siècle, pardon, est en fait, à l'époque, c'était quand même révolutionnaire, si ce n'était pas presque hérétique, de dire les choses comme le disait Molière dans ses textes et dans ses pièces à cette époque-là. Voilà, donc il nous dit des choses très contemporaines, pour conclure, tout simplement. Non, c'est intéressant. Tommy, toi qui joues Molière, comment jouer, interpréter un rôle sans trop le dénaturer? C'était, par pure honnêteté, ça a été assez difficile pour moi, la composition de ce personnage, parce que... Merci mon mec. Parce qu'on veut être à la hauteur d'un certain icône, comme ça, on n'est pas en train de créer une histoire, mais on reprend une histoire qui a déjà existé, donc il y avait une certaine pression à avoir, et que j'ai goûté, et par chance que, comme Molière, il y avait son équipe, parce que j'aurais jamais pu construire tout ça tout seul, sans les 6 premiers, du coup avec Morgane, et par la suite avec tout le monde. Mais j'ai dû j'ai dû gober, du coup, beaucoup d'œuvres. J'ai pas pu tout prendre parce que ça aurait été trop. Mais ça a été difficile, mais au final, je réalise que c'est bien de connaître tous les enjeux. Et comme Abby a dit, c'est des enjeux qui sont encore très actuels. La place des femmes, l'hypocrisie, la religion, pour le coup, tout ce qui était médecine. Il y avait tellement d'enjeux. Et quand j'ai compris que Molière était un artiste comme nous, avec des enjeux différents, mais malgré tout, c'est des enjeux que nous aussi, en tant qu'artistes, on vit. On veut laisser des messages, on veut changer des points forts dans la société à notre façon, en tant que musiciens pour plusieurs d'entre nous, d'autres metteurs en scène et tout. Et quand je réalisais qu'on a tous un petit Molière en nous, là, j'ai commencé à plus m'amuser et à reconnaître ma place à travers ce projet qui est de Molière qui veut changer, qui a une folie de vouloir changer les choses. Et ça m'a aidé de me dire, c'était qu'un artiste comme nous qui avait de grands rêves, et dans d'autres enjeux d'une époque. Mais alors au final, en ce moment, entre les spectacles, on s'amuse beaucoup. Mais la création, ça a été un processus assez... un ascenseur d'émotions, quoi. Comme on a très peu d'écrits... C'est chasse musicale, là. Ouais, de ouf. En fait, comme il y a très peu d'écrits de Molière, de comment il était en tant que personne, en tant qu'humain, etc., on sait plus ou moins des choses sur lui, mais Ladislas nous racontait, et Dov Atia dans la création du spectacle, c'est qu'on a très peu d'écrits, on sait très peu de choses sur Molière. Donc ça laisse aussi libre cours à l'imagination, on peut l'imaginer de tellement de manières différentes, et Tommy, en fait, on a fait... une partie de sa personnalité, il y a mis sa personnalité à l'intérieur. C'est pas forcément comme ça qu'était Molière ou pas. Je pense que Molière, il faisait peu de salto, mais par contre, genre, du coup, la façon dont toi tu l'incarnes, c'est ta façon à toi de le jouer, mais c'est pas forcément comme ça qu'était Molière. Mais par contre, du coup, c'est un peu stylé, je trouve. Ouais, mais je me dis, il devait avoir une fougue de vouloir changer les choses, et moi, ma fougue, c'est... quand je dis que je fais des acrobaties, un jeune Molière, il saute partout, il est excité de vouloir être accepté par le duc d'Épernon quand ils sont en tournée, il veut le convaincre, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un salto, et là, il essaie de le convaincre. On sait pas, on n'a pas décrit que Molière en faisait des saltos, mais mon Molière à moi, je crois qu'il en faisait. Mais ouais, donc c'est ça, avec Ladislas, c'est tout, au moins dans un spectacle comme ça, on veut suivre la lignée de Molière, mais il y a place à l'interprétation, et on a du plaisir à pouvoir vraiment nous marquer nos personnages à travers cette histoire. Oui, Shagnat, tu arrives, donc, comme disait notre ami Tommy, tu arrives à trouver l'équilibre en fait entre l'interprétation et de rester toi-même. Quelle est la différence? Alors c'est peut-être une question très simple, mais pas tant que ça, je trouve. Quelle est la différence entre le théâtre et l'opéra? Autrement dit, à quel moment, quel est l'équilibre que tu mets entre ton dire, ta voix et ton interprétation?
J'adore ces questions. Mon dire, ma voix et mon interprétation. Réfléchis bien. Ouais. Là, ça chauffe dans ma tête. Vous avez 2 heures. J'ai pas fait philo, moi. La différence entre mon dire, ma voix et mon interprétation. Bah, je pense que, comme dit Tommy, on a tous mis une partie de notre personnalité dans nos personnages. Et le principe de l'opéra, du coup, c'est que tout est fait sur de la musique constamment. Et un exercice qui a été très difficile, je pense, pour nous tous, c'était de ne pas chanter le texte quand on devait le jouer. Et du coup, ça a été... Il y a des moments où on se surprenait à le faire, parce que du coup, même quand on parle jamais vraiment. On slame, ou on chante, ou on cite du Molière. Il n'y a que quand on fait du Molière que là, on parle, et du coup, bah, on est vraiment dans le jeu. Mais moi, je pense que, en tout cas, dans l'évolution du personnage de Marquise, les moments, justement, où je suis censée parler sur de la musique... Bon, moi, je ne suis pas du tout comédienne de base, donc c'est encore un processus qui est en apprentissage au fur et à mesure des spectacles. Mais il y a des moments où, en fait... comment expliquer Elle est dure, cette question. Peut-être... Non, mais j'essaye de... Il y a tellement d'infos dans ma tête, là. Je ne sais pas comment expliquer ma pensée, en fait. Tu veux rajouter un truc ? Tiens, il y a un autre micro, si tu veux. Comme ça, on partage. Pardon, hein, c'est un échange et c'est ça qu'on aime. Mais on parlait de dire et d'interprétation. Non, tu peux rester là. Il y a un truc très intéressant vis-à-vis de l'interprétation. J'en profite pour parler des comédiens et des autres artistes par lesquels nous sommes entourés, parce que on est 2, 4, 5. Sur scène, on est quand même 30. Ouais. Il y a des comédiens, il y a des danseurs, comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses, et on est tous issus d'horizons différents, on a des expériences différentes, et c'est très intéressant parce qu'on apprend des uns et des autres. Et forcément, les gens qui ont plus d'expérience que nous, notamment dans la comédie, nous apprennent beaucoup. Et il y a un truc, on parlait d'interprétation, qui est que on apprend à mettre aussi ce qu'on est et ce qu'on ressent dans les personnages et sur le moment. Et ça nous pousse aussi un peu plus loin dans le jeu, dans les chansons. Et il y a un truc tout bête, mais en fait, on est des êtres humains, donc c'est normal qu'on passe par des émotions. On peut avoir la flemme, on peut être en colère, on peut être triste, mais on doit assurer le show sur scène comme n'importe quel soir. Et il faut apprendre à se servir de ça. Et il y a un truc où on a dû apprendre, en tout cas ça a changé pas mal de choses pour moi personnellement, c'est apprendre à se servir de ce que je ressens sur le moment. C'est ça. Quand j'ai fait une scène que j'ai absolument ratée, plutôt que de me lamenter sur mon sort et d'être en colère pour tout le reste et de faire n'importe quoi, et ben je vais me servir de cette colère-là sur scène. Et Molière le sait parce que... Ça marche. Et ça marche parce qu'on est un peu ennemis sur scène, mais tu le sens, les moments où je suis plus en colère. Pareil, les moments où j'ai un peu pas envie. Il y a des fois où c'est dur et c'est pas forcément évident et t'as pas envie d'être là parce que ton corps te dit non ou ton esprit alors que le corps veut. Enfin, bref, nous sommes... Salopard. Nous sommes des... Non, c'est vrai. Nous sommes des créatures assez complexes, mais dans ces moments-là, on se sert de ce qu'on ressent pour le jouer sur les scènes où c'est nécessaire. Et puis des fois, on se sert aussi les uns des autres, je trouve. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à interpréter le texte quand c'est chanté, donc quand c'est dans des morceaux, vraiment des morceaux type de l'album. Là, au niveau de l'interprétation, j'arrive à me lâcher, à tout donner. Après, c'est vrai que sur les moments plus joués et du coup beaucoup plus simples du spectacle, moi, je me sers en tout cas personnellement des personnes qui jouent avec moi sur le plateau, de leurs émotions. Il y a une connexion entre nous qui est tellement folle sur le plateau, comme dans la vie, mais encore plus sur scène, que des fois, moi en tout cas, je me sers de ça aussi beaucoup. Les amis, c'est super ce que vous dites. Lou, j'ai une question pour toi. Vous êtes tous des artistes, vous dansez, vous chantez. Lou, pour toi, quelle définition? Es-tu une artiste?
Et si oui, quelle définition donnes-tu de l'artiste? Les autres peuvent aider. Non, on va la laisser toute seule. C'est la définition du regard. C'est tellement vaste, en fait. Moi, en tout cas, ma définition et comment je sens que je peux être une artiste, je pense que c'est avant tout quelqu'un qui est passionné, en fait, qui est animé par quelque chose. Et moi, c'est ce que je ressens. Et je sais que avant qu'on soit chanteur, on est aussi... on écoute beaucoup de musique, en fait. Je pense qu'il y a un truc où... peut-être que ça englobe pas tellement le terme d'artiste, mais plutôt des gens passionnés. C'est dans leur passion, ils aiment faire leur passion et ils aiment la voir aussi. Enfin, je parle peut-être pour moi et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je sais que pour moi, il y a quelque chose aussi où la musique c'est un peu le remède quand ça va pas, et c'est ce qui fait, c'est quelque chose qui m'anime en fait. Je pense que c'est quelque chose qui me procure beaucoup de choses et qui permet aussi de se sentir moins seul. Je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur le fait d'être artiste. Moi, je pense que non, mais je suis grave d'accord avec toi. Et je dirais en plus que l'artiste, peu importe la forme de l'art, c'est une manière de s'exprimer qui est différente de la parole. Juste, c'est bon. Après, parler, c'est aussi un art, hein. Mais c'est une manière qui est, enfin, plus forte que nous d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on vit. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais faire ça simple pour moi, mais je crois que tout le monde est artiste. Ouais. Selon moi, tout le monde a un côté créatif. Carrément. Et je crois que ce qui fait que quelqu'un devient artiste, c'est qu'il utilise sa vitalité de le faire. C'est son choix de vouloir de rendre ça vital. Il n'y a pas le choix de le faire. Et je crois que si tout le monde peut puiser à l'intérieur, on peut s'en rendre compte et pas fuir nos émotions. Mais je crois que l'artiste en soi, il va affronter ses émotions et en créer quelque chose au service des autres, pour que ces personnes qui l'écoutent ou qui regardent, peu importe l'art, puissent ressentir ce que l'artiste a vécu. Parce que des fois, en tant qu'humain, on ne sait pas comment on sent, on ne sait pas comment mettre des mots sur comment on se sent. Et l'artiste, souvent, comme tu dis, Lou, en écouter la musique, des fois, tu dis « Ah, c'est comme ça que je me sens ». Et c'est un véhicule, en fait. Et l'artiste va être au service des humains, si je peux dire, pour les aider à comprendre comment ces personnes peuvent se sentir. Oui, mais en fait, ça ressemble un peu à ça, j'avoue. Je pense qu'un artiste, c'est effectivement un canal, c'est un canal d'émotion. Donc, c'est, comme tu dis, je pense que c'est quelqu'un qui a un besoin vital d'exprimer quelque chose et qui doit le faire d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on dit souvent que les artistes sont souvent des hypersensibles, parce que c'est des gens qui ressentent tellement de choses et qui n'arrivent pas à le dire avec des mots, souvent. Donc ils sont obligés de trouver un autre moyen de le faire, que ce soit par la peinture, que ce soit par le chant, par la danse. Et du coup, et c'est un truc qui, pour moi, un artiste, il est obligé de faire ça. Parce que sinon, en fait, il explose. Donc du coup, effectivement, je pense qu'on a tous des âmes d'artistes, parce qu'on ressent tous des émotions. Mais ce qui différencie un artiste d'une autre personne, c'est, je pense, quelqu'un qui en a besoin vital, ouais. T'as raison là-dessus, je suis d'accord. Tu me fais penser au philosophe Bergson qui dit qu'un artiste, c'est celui qui a cet élan vital en lui qu'il transmet. Donc tu es très bergsonien. Je connais bien. Ouais. Les amis, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes des artistes parce que, ayant eu la chance d'être venu vous applaudir, etc., j'ai été très ému. À la fois j'ai ri, j'ai été très ému, j'ai passé un excellent moment. Parce que vous transmettez, et comme tu disais Lou, vous transmettez la passion que vous avez, vous transmettez votre côté artistique, donc vraiment merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de laisser l'échange avec nos amis ici présents. Au niveau de la culture, une question sur la culture. Molière Opéra Urbain, un spectacle musical, c'est une œuvre de culture, de la culture française. Aujourd'hui, 15 janvier 2024, quel regard, c'est une question très large, quel regard avez-vous sur la culture aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que cette question, on peut pas y répondre
tous de la même manière, je pense. Quand on est à Paris et qu'on grandit à Paris, je pense qu'on n'a pas un même regard sur la culture que quand on est autre part. En tout cas en France. Mais je pense qu'à Paris, on est vraiment gâté sur l'accès à la culture. On a accès à tout plein de choses, à la gratuité des musées, etc. On peut tout voir. Il y a toujours des trucs qui se passent, en tout cas, à Paris. Je pense que quand on vit à l'extérieur de Paris, c'est un peu plus dur d'y avoir accès. Donc je déplore peut-être un peu ça. Et en même temps, c'est cool que tout soit centralisé. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien et en même temps que je déplore. Mais ce serait ma réponse à cette question. Je pense qu'il y a plein de façons différentes de répondre à cette question. Tiens. Les autres, oui. Quelqu'un avant moi, non parce que quand je pense culture, je pense aussi coutume. Forcément, je suis né en Haïti et je suis venu ici à l'âge de 4 ans et j'ai grandi dans à la fois dans la culture française et en même temps à la maison il y avait cette culture du pays, quoi. Et j'ai toujours eu ce truc-là où... et ça m'arrive souvent, j'ai 25 ans et encore aujourd'hui, il y a plein de moments où je suis... je me prends ce qu'on appelle ce choc de culture, où je me rends compte que, mais ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors je prends peut-être la définition dans un autre sens que ce que vous pensez ou ce qu'on peut penser. Mais moi, je le vois plus par rapport à ce qu'on a appris, à notre entourage, à ceux autour de quoi on a grandi. Alors, si je dois ramener ça à ce dont on parle, à savoir Molière et même le monde qui nous entoure, c'est souvent... j'ai l'impression que souvent, on est régi par nos cultures. Et ce qui va mener à des désaccords ou à des chocs, qu'ils soient culturels ou autres, c'est souvent les différences de culture et les différences de vision, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient simplement sur la conception du monde, qu'elles soient... Voilà, et quelque part, j'ai appris aussi à voir à quel point ça pouvait être bénéfique de s'ouvrir un petit peu à d'autres cultures et de voir le monde sous un prisme que l'on ne connaissait pas. Parce que c'est enrichissant. Je le vois sur un projet comme Molière, parce qu'on est tellement différents, on est tellement pas les mêmes, qu'on apprend beaucoup des uns et des autres. Et en apprenant des uns et des autres, on apprend sur nous-mêmes. Et voilà, j'ai peut-être absolument explosé la question, j'ai échappé à la question. Mais c'est là que ça m'emmène en tout cas. Voilà. À qui le tour? En fait, j'adore cette question parce qu'elle est sans fin, cette question, et je trouve ça magnifique. Du coup, pour moi, la culture, c'est un lieu où ce que tu peux te sentir... comment je pourrais dire, quelqu'un... Pour moi, tout est une culture. Vraiment, il y a la culture du yoga. Maintenant, tout est devenu une culture. Les réseaux sociaux, c'est devenu une culture en soi. Et l'architecture, c'est une culture. Il y a tout qui c'est une culture. Et pour moi, un humain qui s'approprie une culture ou qui naît dans une culture ou qui, je dirais approprie, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'il sent qu'il appartient à quelque chose. La musique, c'est une culture parce que ça grandit et c'est large. Maintenant, c'est accessible à tellement de gens maintenant. Donc, c'est une culture vaste pour moi, mais ça reste hyper ancré depuis des années. Mais ça, pour moi, la culture, c'est un des trucs les plus importants au monde. Du coup, quand on sent que quelqu'un s'approprie une culture, dans le sens négatif du terme, c'est qu'il n'est pas allé chercher les bases de la culture et qui en fait, il prend et il met à son image, mais sans connaître les fondements. Et pour moi, prendre culture et la vivre, c'est de connaître d'où ce que ça vient, comment ça a été créé, qui l'a créé, de quelle façon, dans quel enjeu que ça a été créé, dans quelles années. Et je pense qu'il y a beaucoup en 2024, le 15 janvier, beaucoup de gens ont tendance à oublier l'importance de savoir d'où vient quelque chose. Et quand tu sais d'où ce que ça vient, c'est là que tu peux effleurir à travers ces cultures. Et moi qui ai grandi dans la culture de la danse, avant même la musique, c'est de connaître tous les fondements. Le breakdance, c'est quoi? Il y a le top rock, où c'était le Indian step. Ok, d'où ce que ça vient? Et là, c'est venu du Bronx. C'est de savoir d'où ce que ça vient, ça fait que tu l'incarnes encore mieux.
Et je pense que c'est dangereux de nos jours, parce que c'est tellement accessible à tout le monde rapidement, qu'on n'a plus l'essence de la culture. On fait juste faire ce que les autres font. Meilleur exemple, TikTok, c'est une plateforme que les gens recopient les autres. Et je l'utilise, j'adore TikTok au final, j'adore parce que c'est un bel outil. Mais les gens vont vouloir faire recopier des danses, faire des trucs. Les gens, je pense que dans la culture d'aujourd'hui, il y a pas moins de créativité, mais les gens sont plus portés à copier des trucs que d'en créer. En même temps, j'ai que 29 ans, je sais pas comment c'était avant. Si, je me suis informé sur des trucs, mais je trouve que ça s'élargit bien, mais il y a beaucoup de trucs pas dangereux, mais qu'on perd l'essence des fondements d'une culture, quoi. Mais c'est intéressant parce que chaque jour, des nouvelles cultures qui se créent, et c'est comme ça qu'on forme des groupes. Et par contre, c'est bien de connaître des cultures, mais rester ouvert à toutes les autres cultures pour créer cette union humaine qu'on a. Et je pense, comme tu dis, pour terminer, on vient tous d'une culture différente, humaine, je veux dire, et on a malgré tout cette culture Molière qu'on est en train de vivre, nous a unis, malgré nos différends, malgré où il y a la musique qui nous unit, mais au final, c'est bien de connaître notre culture, de ce qu'on vient, et de rester ouvert à tout pour que la culture s'agrandisse, voilà. Waouh. Oui, vas-y. Je sais pas si je suis hyper d'accord avec le fait que... En fait, non, pour moi, la culture, il y a aussi ce truc-là de on s'inspire des autres pour avancer, pour grandir, tu vois. Et je pense que, tu vois, sans forcément comprendre d'où ça vient et de comment ça vient, ce que toi, ça te fait ressentir de la manière dont quelqu'un va danser, etc., bah, tu vas le véhiculer et tu vas te l'approprier et le sortir d'une autre manière. Et du coup, créer aussi une culture, créer ta propre identité et ta propre façon de faire, tu vois. Je sais pas si... moi, je trouve que justement, on a un peu trop peur de s'approprier les trucs des autres. Après, pour moi, il faut nuancer ça dans le sens où pour moi, c'est bien de s'inspirer des autres. C'est bien de s'inspirer de ce que le monde fait le mieux. Et en tout cas pour chacun d'entre nous. Et du coup, de se l'approprier, de se créer son propre univers et de montrer d'autres choses. Très bien. Les filles voulaient rajouter quelque chose? Bon, c'était très complet, mais en vrai, le choc des cultures, nous, on l'a pas mal ressenti, notamment quand Tommy est arrivé dans la troupe. Comment ça va tout le monde? Non, mais c'est vrai que bah, au-delà de partager une passion commune, c'est vrai que là, bah, avec toi particulièrement, on a senti qu'on venait pas du même monde. Mais non, mais c'est vrai qu'on a senti que c'est vrai que bah, le fait qu'il soit québécois, c'était une culture et une façon de penser et de voir le monde, les choses complètement différemment. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu un temps d'adaptation et il y a eu un besoin de beaucoup de communication à certains moments parce que bah, c'est vrai que si on s'était pas dit les choses, je pense qu'il y avait tellement de choses sur lesquelles on ne pensait pas pareil. Et pour nous, c'était des évidences vu que bah, nous, on a tous grandi en France en tout cas. Mais voilà, donc c'était hyper intéressant. Et au final, la culture de Molière qu'on a tous découvert encore plus à travers ce spectacle est notre point commun, mais voilà. C'est vrai, mais t'as tellement ouais, gros choc de culture. Gros choc. Le verlan, je le connaissais pas, moi. Là, je l'adore. Toujours un mauvais essai. C'est vrai. Lou, tu veux rajouter quelque chose? Bah, moi, en tout cas, je vais parler de mon expérience personnelle. En tout cas, le truc que je constate, c'est qu'il y a une réelle ouverture d'esprit sur la culture, surtout dans notre génération, je trouve. Et c'est vrai que moi, bah, du coup, je viens du Sud et ça fait 1 an que j'ai aménagé à Paris, mais ça fait presque 10 ans que je montais, du coup, régulièrement. Et c'est vrai que, comme l'a dit Vaik, ça ouvre beaucoup de portes, en fait. Le simple fait que tu vois, je vois des sorties de classes d'enfants qui vont visiter Notre-Dame ou quoi, je me dis waouh, la chance, on l'a pas en fait. Et non, mais c'est cool parce qu'on a chacun notre patrimoine et tout. Mais c'est vrai que j'ai encore plus une réelle ouverture d'esprit en arrivant à Paris parce que c'est un peu un endroit où, surtout pour les artistes, c'est trop bien. On croise le chemin de plein de gens. C'est une ville qui fait rêver autant qu'elle peut te manger. Mais il faut essayer de le prendre du bon côté. Et c'est marrant du coup de voir quand même la différence avec mes amis du Sud
et mes amis que j'ai ici. Et c'est une belle dualité parce que du coup, je trouve des choses dans les personnes qui restent et qui évoluent dans le Sud que je trouve pas dans mes amis à Paris et inversement. Et c'est pour ça que je trouve ça beau que c'est cool parce que du coup... je trouve que plus ça va, plus on ose quand même un peu tous essayer de réaliser ce qui nous plaît vraiment et donc de rencontrer des gens qui ont une culture différente et qui ont les mêmes envies, les mêmes passions. Et je trouve ça extraordinaire dans le métier qu'on fait. Moi, je sais que c'est vraiment un énorme point fort, je trouve, l'ouverture d'esprit sur les cultures et sur les autres en général. Et c'est que comme ça qu'on peut évoluer, je pense. Les amis, c'est génial, vous êtes vraiment, je vous adore, vous êtes des pépites. En fait, vous parlez avec votre cœur, vous êtes authentiques. Merci infiniment. Merci à vous. Vraiment beaucoup. Les amis, nous allons continuer l'échange avec vos questions. J'adore ça. Donc n'hésitez pas. On va faire passer le micro. Je peux dire un truc avant. Mais tu peux commencer à faire passer le micro. Je voulais juste dire, on parlait de parler avec le cœur, mais depuis tout à l'heure, je vois un petit peu les regards dans la salle et tout, et vous nous regardez avec beaucoup de bienveillance. On sent que vous partagez l'énergie et tout, et ça fait sincèrement plaisir. Donc merci pour votre temps, pour votre écoute, et maintenant, cuisinez-nous. C'est parti. Regardez le micro. Moi ? Non. Non, sérieux. Moi j'aime bien parce que il y a des concepts qu'on peut tellement décortiquer là. Elle va nous assassiner. Non, pas du tout. Moi pas du tout, je ne vais pas vous assassiner, mais moi je suis venue vous voir le 16 novembre. Mais on a adoré, c'était je crois le 2e ou le 3e jour, je ne sais pas, mais en tous les cas on était dans la salle. Vous avez été exceptionnel et il y avait de l'émotion comme vous en avez là aujourd'hui. Donc je voulais vous le dire. Moi j'ai pas de questions et je suis contente de vous voir parce que je vous ai vu. Voilà. Merci tellement. Oui, vous nous avez vu dans le début, c'était la fébrilité. Je pense que c'est le mot fébrilité. Alors, moi, pareil, désolé, j'ai pas de questions, mais moi, je suis venue le 23 décembre. Vous avez dû me remarquer parce que c'était au 2e rang et c'est moi qui ai applaudi comme une folle en disant bravo, bravo, bravo. Enfin, voilà. J'ai tout aimé, vraiment. Alors, je suis allée vraiment, alors je vais vous dire vraiment, je suis allée un peu à reculons. C'est ma fille qui voulait que ce soit son cadeau de Noël. C'est en fait à cause, effectivement, du nom de... dans l'opéra urbain, et je me suis dit, oh là là, ils vont nous massacrer le XVIIe siècle français. Je me suis dit, ça va être n'importe quoi. Louis XIV va faire du hip-hop. Enfin voilà, je me suis dit, voilà. Bon. Non mais vraiment, j'ai eu peur. Après, je vous ai vu au petit journal. Bon, je me suis dit, bon, ça va peut-être. Je vous ai vu chez Yann Barthès. Bon. Alors en fait, c'était formidable, mais tout était bien. Alors on voit effectivement, vous êtes une vraie troupe. L'histoire est bien racontée, la mise en scène, tout est formidable. Monsieur Frère du Roi est extraordinaire. Bon, très très gros coup de cœur quand même pour le Prince de Conti. Yeah. C'est mon préféré. Voilà. Et puis alors j'ai juste, si je peux dire une critique, mais alors faudra le dire à Dove, on parle pas de Corneille et moi je suis adepte du fait que Molière et Corneille se sont parlé. Voilà, c'est tout. On va pas aller au-delà, mais c'est pour ça qu'on connaît rien sur Molière, parce qu'il disait rien. Voilà. C'est tout. C'est vrai, merci beaucoup. Bravo à vous. C'est gentil. Pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, je pense que l'opéra urbain fait un peu peur au début pour le grand public. Mais en fait, je pense que la force de notre spectacle, c'est que Ladislas Cholat, le metteur en scène, a vraiment modéré tous les types d'art qu'on a pu utiliser dans cette mise en scène pour servir le propos de Molière, en fait, pour servir l'histoire. Donc il n'y a pas un trop-plein d'urbain, il n'y a pas un trop-plein de danse, il n'y a pas un trop-plein d'acting, etc. justement. Et je pense que c'est comme ça fait peur, les gens sont souvent surpris de cette modération et du fait que ce soit assez équilibré. Et c'est dur de faire mieux, je suis d'accord. Ah, vous êtes gentil. Ouais, c'est gentil. Mais du coup voilà, merci en tout cas, c'est très gentil. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi je suis venu le 14. Bonsoir à tous. Moi je suis pas venu, mais j'ai une question. J'imagine que vous écrivez, vous composez, vous parliez de cover sur Insta, etc. Et on parlait d'émotion et d'interprétation. Et moi aussi je suis comédien, artiste, et donc ça me faisait un peu écho. Et je voulais savoir si quand vous écrivez,
quand vous composez, quand ça vient de vous, et quand vous devez interpréter un texte qui n'est pas le vôtre, est-ce que vous arrivez à retrouver des émotions? Est-ce que vous arrivez à avoir les mêmes émotions que ce que vous sortez de votre cœur ou de votre tête quand vous écrivez ou quand vous devez faire une cover voilà, et de le retranscrire sur un texte qui n'est pas à vous? C'est une bonne question, c'est une super bonne question, je trouve. Je vais commencer, tu veux? Vas-y. Je pense que... Bah, vas-y. Non, vas-y. Ok. Moi, je pense que je sais que c'est un truc qui l'émotion dans la cover est pour moi un truc particulier parce qu'en fait, on peut vraiment dans un texte qui est pas le tien, qui est pas le nôtre, tu peux vraiment y mettre ton passif et en fait raconter ce que tu as envie de raconter. Parce que les mots, c'est qu'un moyen de dire un truc, mais de comment tu vas le dire, tu vas donner une toute autre profondeur en fait au texte. Donc c'est pour ça qu'il y a des covers qui sont... c'est rare, je trouve, de trouver des bonnes covers ou des trucs qui racontent autre chose que ce que raconte le texte. Mais c'est hyper précieux, je trouve. Parce que c'est assez dur, je pense, d'y mettre de ta propre personne dans un truc qui a déjà été écrit et qui sert pas ton propos, forcément. Mais je vois par exemple la chanson... Ne me quitte pas de Jacques Brel qui lui dans son écriture écrit c'est quelqu'un qui est qui a du mal à croire que la personne puisse le quitter et qui ne le dit en fait c'est pas possible que tu me quittes, tu peux pas me quitter parce que sinon je meurs en fait et en fait la manière dont les gens l'interprètent est souvent différente de celle dont lui l'interprétait et ils mettent tous chaque personne y met de sa propre vie, de son propre vécu et du coup je pense que c'est grave faisable, ouais. Et c'est même juste très beau. Oui. Moi, je parlais surtout par rapport au spectacle, en tout cas. C'est vrai que j'avais l'habitude, avant le spectacle, de faire des reprises aussi, et surtout d'écrire mes propres chansons. Mais avant, quand je faisais des reprises sur Instagram ou sur les réseaux, je pensais jamais vraiment à ce que je racontais. Je faisais juste des covers parce que c'était des chansons connues et je reprenais la chanson avec ma voix, mon style, mais sans interpréter. Et le travail d'interprète, je l'ai vraiment découvert là à travers le rôle de Marquise. Ah ouais, vraiment. Et en fait, je l'ai découvert même bien longtemps après la première du spectacle parce que c'est en ayant des retours des gens qui venaient nous voir, notamment sur un des titres que Marquise interprète qui s'appelle « Moi je veux », qui est un titre féministe qui parle de la femme qui se sent considérée comme un bout de viande et qui en a marre de ça et qui a qu'une envie, c'est se dire c'est moi, je veux tout donner quand je veux et si je veux et c'est pas parce que je suis belle etc. que je suis à votre à votre service, ouais, c'est ça. Et en fait en ayant des retours du public et notamment de femmes et d'hommes aussi qui venaient me voir en me disant waouh, merci pour ce morceau. Merci de m'avoir fait ressentir ces émotions-là. Plus j'ai eu des retours comme ça, plus je me suis dit, ah ouais, mais en fait, pense encore plus à ce que tu racontes, parce que ça touche les gens, alors que là, je le faisais un peu pas par automatisme, mais parce que dans le spectacle, c'était ça. Et en fait, au fur et à mesure, là, je sens que le morceau, je le vis, et que chaque mot, je les chante, mais je les ressens et je vibre avec, alors que ce ne sont pas mes mots. Et c'est la première fois que je vis ça. Et c'est hyper intéressant. Et c'est presque aussi enrichissant que le fait d'écrire ces morceaux, même si ce n'est pas les mêmes émotions et que du coup, bien sûr, je vais chercher dans mon vécu. Par exemple, dans Ne dis rien, c'est une chanson que Marquise interprète aussi, qui parle de la mort d'un enfant. J'ai jamais connu ça, vu que j'ai jamais eu d'enfant encore. Et cette chanson, elle a été très très dure aussi pour moi de me dire, faut que je trouve la justesse, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça dans mon entourage et dans le monde entier. Et de réussir à être juste dans des mots qui ne me concernent même pas, ça a été un exercice aussi très difficile. Mais je m'inspire énormément aussi de Tommy à ce moment-là, qui joue Molière, et qui perd son enfant. Et en fait, c'est un échange à ce moment-là de l'émotion, plus de se dire et de se mettre à la place de toutes ces personnes, et de par notre hypersensibilité d'artiste et d'humain tout court, de se mettre à la place des autres en s'imaginant, waouh, imagine là si t'étais vraiment maman et que tu perdais ton enfant. Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comment finir mes phrases à chaque fois. Regarde ça, puisque t'es artiste, t'écris tes chansons toi aussi? Ok, ouais. Et je pense que c'est bien, du coup, comme tu dis, de chanter d'autres chansons aussi pour les mettre à
à sa saveur, à sa comment toi tu peux le sentir. Moi j'écris beaucoup de mes chansons, mais je suis inspiré par tellement d'artistes qu'au final dans des sessions de musique, pour mon album ou pour des projets, j'adore coécrire avec des gens aussi. Parce que je pense que deux univers c'est bien, et tu vois, si on veut, je vais pas être trop personnel, mais du coup moi j'ai du mal à parler de mon père. Et j'ai du mal à mettre les mots, parce que je juge chaque mot que je peux mettre sur la feuille. Et du coup de pouvoir, il y a des jours que j'écris avec des gens sur cette relation, et je commence, c'est magnifique. Il y a un moment où un de mes amis m'a envoyé un texte qui m'a dit j'ai pensé à toi, voilà, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Et ça m'a fait écho comme si c'est moi qui l'avais écrite. Donc je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux à laisser les autres non plus. Comme tu parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit, des fois c'est bien de s'ouvrir sur nos propres trucs. Des fois on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment. Il faut autant que je peux écrire un texte magnifique sur les amours et la quête du développement de soi. Ma mère, du coup, c'est déjà plus facile à écrire, mais le père, j'ai encore ce et d'avoir eu ce texte-là de mon ami, ça m'a aidé à comprendre moi des trucs sur moi-même face à mon père. Donc, je trouve ça hyper intéressant du coup de chanter ses propres mots et chanter les autres, les mots de d'autres personnes. C'est aussi fort, dépendant des situations. Waouh, c'est très personnel. Dites-le pas à personne, dites-le pas à mon père. J'espère qu'on a répondu à ta question. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas vu le spectacle non plus, mais j'avais une petite question. On comprend bien que vous interprétez tous les personnages avec qui vous êtes, avec vos parcours personnels. Mais je me demandais si Dovatia, ou ceux qui travaillent avec vous, vous avez demandé de regarder des choses déjà faites sur Molière. Je pense par exemple au Molière d'Ariane Mnouchkine, où vous avez demandé d'écouter de la musique de l'époque. Voilà. Est-ce qu'il vous a demandé de vous inspirer, enfin, pas de vous inspirer, mais de voir ce qui avait été fait, ou pas du tout? C'est aussi une autre approche. Voilà. Ouais. Moi, je peux répondre très rapidement. Non, mais j'ai juste un exemple. C'est que Ladislas Ciola, le metteur en scène, à un moment, on joue un extrait d'une des pièces de Molière qui s'appelle L'école des femmes. Et comme référence, dans la manière de jouer, il m'avait demandé de regarder la version d'Isabelle Adjani. Et je sais que ça m'avait beaucoup aidé en fait. Elle a une interprétation qui est très innocente, très enfantine, et je trouve que moi ça m'a beaucoup aidé. C'est cool aussi de voir d'autres acteurs, très grands acteurs qui ont interprété ces classiques-là. Voilà. Moi j'allais parler d'histoire. Pour mon cas spécifiquement, j'ai fait des recherches sur Le Prince de Conti. Et il se trouve que c'était pas forcément évident de trouver des choses, mais pour le peu que j'ai trouvé, en fait, ça me ramène à ce qu'on essaye de faire aussi dans nos rôles en tant qu'artiste, en tant que comédien, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'on essaye de se mettre vraiment dans la peau du personnage. Et le peu que j'ai trouvé sur Le Prince de Conti, en fait, ça se passait surtout au travers de son frère, qui est le prince de Condé. Et en fait, il se trouve que le prince de Conti, si je rentre dans l'histoire, était né de naissance un petit peu bossu, fragile, et qu'il était de lignée royale, mais il n'aurait jamais accès à ce trône parce que, justement, il n'avait pas la possibilité physique de pouvoir l'assurer. Et il y avait son grand frère qui avait tout, qui était beau, qui était fort, et qui menait les rébellions, et lui suivait simplement derrière. Et en voyant ça, en fait, c'est ce qu'on nous a poussé à faire, en fait. C'est comment est-ce que cette personne doit se sentir, en fait. Comment est-ce que, quand tu essayes d'exister dans ce monde, dans le cadre spécifique du Prince de Conti, comment quand tu essayes d'exister et que tu es à ta place parce que tu es né au bon endroit, mais qu'en fait, c'est tout ce que tu as, et que tu n'as rien de légitime mis à part ça, qu'est-ce que tu ressens? Et forcément, l'idée, c'est de se mettre à la place de ce perso et de se dire, ok, bah, à sa place, je serai en colère, j'en voudrais un petit peu au monde entier, et c'est comme ça qu'on s'en sert pour nourrir nos personnages. C'est pareil quand on passe d'une scène à l'autre, parce que il y a 52 scènes dans le spectacle qui s'enchaînent de manière très rapide. Ça dure 3-4 minutes, et des fois, en 3-4 minutes, il y a 1 an, 2 ans, 3 mois, 7 mois, 12 ans qui se passent, et on se dit, mais comment est-ce que je suis censé revenir en ayant intégré tout ce qui se passe? Et en fait, il y a vraiment un travail de réflexion où je sors de scène, enfin je parle dans le sens général, je parle pour tout le monde, mais on sort de scène et on se dit,
ok, j'ai vécu ça, ça me fait chier, ça fait chier mon personnage, ça me fait chier moi, parce que je joue mon personnage, et je reviens avec une autre intention, parce que j'ai grandi de ça, ou je l'ai mal vécu, ou j'ai appris de ça, et je reviens transformé. Et c'est comme ça qu'on parlait de Molière, par exemple, qui commence en faisant des saltos, etc. Et ben, sur toute la seconde partie du spectacle, il est un peu moins fougueux, un peu plus politique, un peu plus... il va s'immiscer un petit peu dans le cerveau des gens, un peu une bête politique, comme dirait Ladislas. Et c'est comme ça que, voilà, en fait, toi, tu le joues comme quelqu'un de beaucoup plus calme et tout, mais il y a des côtés un petit peu plus... mauvais, si je peux dire ça comme ça, qui émane de lui, où il peut péter des crises et tout, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est ma réponse à cette question, si ça peut aider en tout cas. Voilà. Bien sûr. J'ai pas le souvenir que Dove m'a dit de faire des études sur Molière. Je pense que c'était libre à nous, et je crois que ça a été très bénéfique. Moi, j'avais lu l'autobiographie de Georges Forestier. J'avais lu beaucoup de livres. J'ai pas regardé le film que vous parlez. Du coup... j'ai pas voulu me donner une image déjà de Molière, j'ai voulu la créer avec Ladislas. J'allais à la Comédie Française voir ses pièces, c'était là ensemble, oui. Et j'ai lu ses œuvres et je me suis fait mon image. Et du coup, j'ai lu quelques trucs, chronologie, pour savoir c'est quoi l'écart d'âge entre lui et son père, à quel âge que sa mère est morte, tous des petits trucs comme ça pour m'aider à construire le personnage. Mais j'ai pas voulu aller voir le film pour me dire « Ah, Molière était comme ça ». Non, j'ai pris plein de petits indices pour en faire un Molière propre à pas juste à moi, mais à la troupe et à Ladislas et à Dove et tout, quoi. Une dernière question, peut-être, parce qu'après vous pourrez échanger personnellement, mais avez-vous une dernière question? C'est une question pour Tommy. Toi qui as vécu au Canada, c'était quoi ta vision de Molière avant de venir ici? Parce que tout à l'heure, avant que vous arriviez, on a parlé justement du fait que côté urbain, c'était aussi un mélange des cultures. Je pense que vous le représentez bien ce soir et même sur scène. J'ai pas eu la chance de voir la présentation. Mais toi, c'était quoi ta vision de Molière avant de venir la jouer ici, avant même de te renseigner sur ça? Et est-ce que tu l'as vécu différemment? Voilà. Nous, au Québec, Molière n'est pas aussi étudié que vous ici en France. On sait c'est qui. On sait que c'est un auteur, metteur en scène. Littéralement, avant, je ne savais pas trop. Je savais c'était qui Molière, qu'est-ce qu'il avait fait, mais on n'avait pas, à l'école, on n'avait pas tant lu ses pièces. C'est pas la même culture. Quand je suis arrivé en France et j'ai vu à quel point l'art est mis en avant, ça, j'ai dit, ok, j'aimerais bien vivre ici parce que c'est fort, c'est incomparable au Québec. On n'a pas des pièces de théâtre à chaque coin de rue, nous, au Québec. Donc, j'avais pas une idée claire de qui était Molière. C'est vraiment mon école de Molière s'est fait ici, quand je suis arrivé en France. Et je sentais que j'avais du retard, parce que j'arrive au Québec dans une troupe d'acteurs. Certes, je joue en France, pardon. Et certes, j'ai joué dans des séries au Québec, ici et là, un petit peu, dans des comédies musicales aussi. Mais j'arrive ici avec des gens dans une troupe où c'est tous des acteurs qui ont fait des études de Molière. À l'école, ils connaissent. Donc moi, je suis arrivé dans la troupe avec des sueurs froides quand on lisait le premier texte. Je glissais de ma chaise tellement que j'avais chaud. Parce que j'étais stressé, vraiment, t'as l'accent québécois. Les autres, ils vont dire quoi? Il n'y a pas un autre Québécois? Et donc j'étais hyper stressé et mon but c'était, ouais je te jure, et mon but c'était pas de convaincre le public, c'était de convaincre la troupe dans laquelle j'étais, de me dire à quel moment ils vont être convaincus que c'est le bon Molière. Et il y a un moment où ça a déclenché, mais ça j'ai réussi à le construire, cette confiance, en devenant fou en fait. On faisait les répétitions le jour, le soir j'allais lire des pièces de Molière encore, j'allais à la j'arrêtais pas et j'étais devenu fou, mais après ça je suis content d'avoir goûté à cette folie parce que maintenant je peux vraiment m'amuser et on a une équipe très soudée. Mais Molière, avant de venir ici, je te jure, c'était pas... on n'en parlait pas trop, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que c'est fait. Maintenant, les sueurs froides, ça va, sont faits, quoi. Merci. C'est bien, ça répond à ta question. Merci. Les amis, merci beaucoup. Vraiment merci, parce que votre authenticité est très émouvante. On sent vraiment que vous vivez ce que vous dites. Et je vous souhaite vraiment d'aller les applaudir au Dôme de Paris avant qu'ils ne partent en tournée dans toute la France. Et ce soir, une petite surprise vous est réservée puisque 2 personnes d'entre vous vont gagner 2 places
avec par un tirage au sort. Ça a été, Ceux qui sont déjà venus doivent donner aux autres. voilà, donc 2 noms vont être tirés. Alors c'est vous qui... Voilà. Oh ben Lou, ses mains rentrent dans le trou, donc je pense que... Lou, c'est la main pure. C'est comme ça. J'en pioche une. Lou, c'est l'innocence. Tu pioches et tu dis... Oh, pioche. J'en pioche une. Et tu lis le nom. Je me sens à la tombola là. Guillaume Montserrat. Let's go! Bravo Guillaume! T'es pas déjà venu? Non. Allez! Alors si, je suis venu le 4 mars. Je sais pas. Attention. Guillaume Montserrat. Jacques Namias. C'est mon mari qui est pas venu. Ouais! Non, il est pas venu. Non, je rigole. Mon mari qui est pas venu, donc... Une preuve pour le mari? Je suis trop contente pour lui, mais je vais aller avec lui. Donc voilà, vous avez 2 places chacun, les amis. Merci à vous en tout cas de nous proposer, de nous inviter à cela. Les amis, une dernière information. Nos amis vont jouer. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et chanter, on va les écouter. On fait habitude. On est tous dessus. Avec le piano, etc. Comme vous voulez. Allez. Voilà. Et puis une dernière information avant de... Attends, Une toute dernière information, donc après il y aura un cocktail qui vous a offert, vous pourrez discuter avec nos amis. Mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre philosophique qui aura lieu le mardi 6 février avec comme invité Jacques Attali. Voilà, soyez les bienvenus. Merci pour votre présence, merci les amis pour votre présence et nous vous écoutons votre interprétation. Merci. Ah non, mais on se met tous en temps, on s'assoit. Faut que je teste l'acoustique. Attention. Yeah. Ok. Puisque vous avez gagné les billets, vous allez chanter avec nous. Attends, je vais mettre ici. Ça va comme ça, comme tonnerre? C'est pas la même? Si, c'est... Ah non, c'est pas la même. C'est plus bas, je crois. C'est plus haut? Non. On fait vraiment, c'est vraiment au feeling, hein. Sachez que... On n'a rien répété, hein. Les autres... C'est plus haut. Ah, c'est plus haut? Non, c'est ça. On va mourir. Les autres, ils sont comme... Ok, allez, on essaie. C'est vrai, tonnerre? Ouais, c'est la vraie, hein. Tu veux qu'on baisse? Fais un demi-ton plus bas. Ouais. On vient de faire 35 spectacles, la voix fait... 45. 45? Je vais même faire... On a pris 10 spectacles d'un coup, là, je crois. Ouais, c'est bien ça. Ouh. Encore. Non, vas-y, continue, je fais juste... Ok. Les autres, ils sont comme il faut. Je fais ce qu'il faut pour leur plaire, mais ça sonne faux. Pas ma faute si je suis mieux dans ma peau. Loin de la lumière et derrière le rideau. Ma terre à moi n'est pas ronde, je n'ai pas la bonne attitude, je ne suis pas fait pour ce monde, oui rêver j'en ai l'habitude. Rêver j'en ai l'habitude, pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. Les autres, ils ont dans les yeux
L'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute de tout faire comme eux. Mais n'est pas toujours heureux celui qui veut. Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes, les plus sombres et les plus drôles. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. L'habitude pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Côté court, je joue la comédie humaine. Côté cœur, j'avoue, je sais pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude, pour m'évader, changer d'attitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Merci. C'est la première fois qu'on se la fait au piano. C'était tellement random.